à toutes et à tous. Nous sommes réunis ici via visioconférence dans le cadre des Assises internationales du roman qui, du fait de la crise sanitaire évidemment, se tiennent numériquement. Je me présente, je m'appelle Gabrielle de Tournemire, je suis en Master 1 de Lettres modernes, option littérature française. Et j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir échanger avec Alexis Poczk, qui a publié au printemps 2019 son premier roman aux éditions du Seuil, intitulé Rappeler les enfants. Bonjour Alexis Poczk, vous allez bien? Bonjour, Gabrielle de Tournemire. Vous avez publié il y a près d'un an aujourd'hui, je crois, Ouais. votre premier roman, donc Rappeler les enfants, qui est inspiré directement de votre expérience de l'enseignement. Vous aviez d'abord initié ce récit par le montage de podcasts publiés notamment sur Facebook. Alors d'abord, pourquoi ce passage à l'écrit a-t-il été nécessaire? Pourquoi, et comment plutôt s'est opérée cette transition? Hem, alors c'était des textes que je publiais sur Facebook, que j'ai publiés pendant plusieurs années avant de commencer à vouloir en faire quelque chose d'un peu plus littéraire. Concrètement, moi j'ai toujours voulu écrire d'aussi loin que je me souvienne et j'ai toujours écrit j'ai toujours écrit sur, les choses qui m'intéressaient ou tout simplement qui m'arrivaient. J'avais publié, presque 10 ans plus tôt quelques nouvelles, 3 nouvelles, dans la Nouvelle Revue Française. Et puis entre-temps, j'ai continué, voilà, à écrire de temps en temps un roman de science-fiction qui n'a pas vu le jour, à écrire, un roman de voyage qui n'a pas vu le jour non plus, puis des plus petits textes aussi, tout simplement dans l'optique d'être lu parce que la pratique de l'écriture, c'est quelque chose de très solitaire et qui peut causer un peu beaucoup de souffrance, heu, parce que lorsqu'on écrit, ça demande beaucoup de temps, et ça demande aussi beaucoup de temps d'être lu ensuite et les gens qui sont disponibles pour lire 400 pages, sont beaucoup plus rares que ceux qui sont disponibles pour écouter un morceau de musique ou pour regarder, un tableau, un dessin et cetera. Donc moi, j'écrivais déjà depuis longtemps. Lorsque je suis devenu professeur, j'ai commencé à écrire sur l'enseignement, simplement parce que c'était ce que je vivais à ce moment-là. Et puis, au fur et à mesure que j'ai évolué dans ma pratique de l'enseignement, que j'ai commencé à m'investir davantage, mes textes ont commencé aussi à prendre une forme plus travaillée, plus investie aussi. Et finalement, ça a été une évolution qui a duré, peut-être 3 ans avant que finalement je commence à vraiment, travailler, beaucoup. Mmh. Et lorsqu'un jour, j'ai pensé en faire un livre, je me suis rendu compte que le livre était déjà là et que j'avais plus de coupe à faire finalement que d'écriture à proprement parler pour en faire un ouvrage. Et vous dites que justement, l'important, c'est vraiment d'être lu et vous avez été, beaucoup lu, lors de la publication de Rappeler les enfants. Est-ce que c'est parce que, vous pensez que cette expérience d'enseignement, est importante pour les gens? On remarque dans l'édition aujourd'hui une forme de tropisme finalement entre autour du, métier d'enseignant. On a même, pu parler de livre de l'enseignant comme genre littéraire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment vous l'analysez? Ah oui, je suis complètement d'accord. Il y a presque un genre littéraire de l'enseignant, les livres de l'enseignant écrivain, les livres de l'école, et cetera. Mais en fait, ces livres, souvent prennent le parti de mettre la focale et souvent, ces récits-là sont les récits de la souffrance enseignante, qui est réelle, qui est véritable et qu'il ne faut absolument pas, négliger, qu'il faut évidemment écouter. Mais finalement, dans les livres, sur l'école, on trouve peu de livres sur les élèves. Et en fait, c'est aussi une sorte de, comment dire? D'investissement quasi politique d'avoir décidé de parler des élèves plutôt que de l'enseignant. J'ai essayé de ne pas trop me mettre en avant parce que je n'étais pas le sujet, ce sont les élèves qui le sont. Et je pense que c'est notamment pour ça que le livre a été, pas mal reçu, enfin plutôt bien reçu, notamment de la part de gens qui étaient, réfractaires à ce genre de livre
y a plusieurs articles de presse qui commençaient par des choses comme oh, un énième livre de prof, et puis finalement non. Parce que finalement, c'est un petit peu, c'est en trompe-l'œil ce truc de livre d'enseignant. Enfin, tous les enseignants sont différents. Est-ce qu'on dit livre je sais pas, livre de chômeur, livre je sais pas, tous les boulots possibles, quoi. L'idée, c'est que oui, effectivement, on parle beaucoup de l'enseignement, et quand on parle souvent que de ça, parce que lorsqu'on est enseignant, lorsqu'on est en contact des élèves, c'est quelque chose qui prend tout de suite beaucoup de place. Et quand on commence à écrire sur l'école, bon, on écrit finalement presque que sur ça, en tout cas dans le cadre d'un livre. Mais tous les livres sur l'enseignement ne se ressemblent pas. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là de se dire « Oh, encore un bouquin sur l'école, oh, c'est bon, j'en ai déjà lu un cette année ». C'est vrai qu'on sent une forme d'enthousiasme sans faille qui se dissémine dans votre œuvre, et c'est comme ça qu'elle se différencie par exemple, l'œuvre de Bégodeau, Entre les murs. Et, euh, et est-ce qu'à travers cette positivité, et puis aussi cette forte tendresse que vous manifestez à l'égard de vos élèves, vous cherchez à briser le cliché du professeur un peu tyran, à médiatiser un modèle nouveau de l'enseignant Oula, alors en fait, j'ai beaucoup de réponses à faire pour cette seule et même question. Vous avez parlé d'Entre les murs. Moi, j'ai trouvé que le livre était bien, que le film était très bon. Je l'ai revu il y a peu de temps. J'ai même presque pas réussi à le regarder en entier, tellement j'avais l'impression d'être au boulot. Mais j'ai l'impression que Entre les murs, le film en tout cas, n'a pas été reçu comme il aurait dû l'être, parce que j'ai vu beaucoup de gens se dire « Oh, dis donc, c'est fabuleux ce qui se passe dans cette salle de classe ». Non, pas du tout. Si ma salle de classe fonctionne comme la sienne, je ne supporterai pas. Il tombe dans beaucoup de pièges, l'enseignant dans ce livre, et il a le recul nécessaire pour le dire, et on le voit bien dans le livre, on le voit moins dans le film. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a un petit peu confondu la belle histoire des acteurs de ce film avec l'histoire du livre qui n'est pas une belle histoire. Ce qui se passe dans Entre les murs, c'est vraiment très triste. Ce passage à la fin où les élèves, pour certains, sont incapables de dire ce qu'ils ont retenu pendant l'année, l'exclusion de cet enfant, enfin, une exclusion définitive, c'est toujours un échec partagé, parce que c'est l'échec de l'élève, mais aussi de l'enseignant, d'institution, etc. Mais c'est un échec. Ce livre, c'est l'histoire d'un échec. Ensuite, quand j'écris, moi, Rappeler les enfants, l'idée, c'est pas tant de dire regardez, on peut faire cours autrement, c'est pas de dire regardez la manière dont moi je fais cours, j'ai pas la prétention de penser que ma manière de faire cours est meilleure que celle des autres. Je pense que les manières de faire cours, de toute manière, ne peuvent être évaluées qu'à l'aune de la personnalité des enseignants. C'est-à-dire que je fais cours avec ce que je suis. Quelqu'un qui n'est pas moi ferait cours de la même manière que moi, ça marcherait peut-être moins, parce qu'on ne sentirait pas la sincérité dans l'acte d'enseigner. Donc, je n'ai pas la prétention de montrer ce que je fais, mais plutôt de montrer comment je vois les élèves. Et je pense que la différence est là. Alors effectivement, il y a beaucoup d'enthousiasme. Moi, je suis très heureux tous les matins d'aller au collège, de retrouver mes élèves. Et en ce moment, c'est sûrement les personnes qui me manquent le plus, mes élèves. Évidemment, je serai très heureux le jour où je pourrai aller boire une pinte avec mes amis sur le canal. Mais mes élèves me manquent beaucoup. Et le matin, quand je me lève, je me dis, ben voilà, encore une journée à ne pas leur faire cours. Je pense à eux. Quand on fait des cours ensemble, ça s'éternise. Je suis arrivé un peu en retard à l'instant parce que j'étais encore avec eux, qu'ils étaient en train de travailler, que je ne pouvais pas partir comme ça en leur disant, écoutez, c'est bien, mais je me casse. Par contre, cet enthousiasme-là, c'est un enthousiasme qui s'est construit finalement. Je pense que ça, c'est important à saisir. Le fait que, déjà, je pense que j'ai eu la vocation d'être enseignant après, longtemps après, finalement, être devenu enseignant. Je dis longtemps après, plus d'1 an en tout cas. J'ai commencé l'exercice de l'enseignement par une série d'échecs, par beaucoup d'échecs. Je suis arrivé, j'avais tout un tas d'idées préconçues dont il faut toujours se méfier.
Et puis, j'ai suivi tous les conseils qu'on m'a donnés. Lorsqu'on me demande des conseils dorénavant, moi, le seul que je donne, c'est n'écoute pas les conseils ou fais très attention aux conseils qu'on te donne. Moi, je suis tombée dans tous les pièges. La première année d'enseignement, je suis tombée dans absolument tous les pièges. J'ai été autoritaire, j'ai été dirigiste, je voulais à tout prix, avec beaucoup de bonne volonté, hein, j'étais tortionnaire par plaisir de faire souffrir les élèves, pas du tout. J'étais d'ailleurs très embêtée de voir que ça ne marchait pas. Mais je voulais sincèrement les aider à progresser. Et pour ce faire, je mettais en place des techniques, des situations qui sont vouées à l'échec, qui ne fonctionnent pas. Quand on pense qu'on peut garder le silence pendant 1 heure, parler pendant 1 heure, faire des cours magistraux où on parle de la beauté de la langue de Molière ou je ne sais quelle connerie, évidemment que ça ne marche pas et que les élèves vont avoir envie à un moment donné de renverser la table et de dire on est là, on existe, parlez-nous. Donc, je me suis fait avoir. Vraiment, je me suis planté en beauté et il s'en est fallu de peu que je ne m'arrête là. Finalement, à quelques semaines de la fin de la première année, à force de multiplier les sorties scolaires, de voir les élèves dans un autre contexte, je me suis rendu compte que lorsqu'il n'y avait pas l'enjeu extrêmement important pour moi de les faire progresser à tout prix en suivant mon programme, en suivant ce que j'avais décidé de faire pendant mon heure de cours, etc., finalement, le rapport était complètement différent et que lorsque je leur parlais, ils m'écoutaient vraiment et que finalement, ils apprenaient beaucoup plus de choses quand ce cadre en trompe-l'œil était là. Donc, je me suis réengagé, on va dire. Je suis passé d'enseignant stagiaire à enseignant tout court. Je suis arrivé dans un autre collège, la boule au ventre. Je m'étais dit que j'allais recommencer, mais dès le début en prenant les bonnes résolutions. Pas réussi à toutes les prendre dès le début. Ça a mis peut-être encore 3 mois, 6 mois, ça a mis un peu de temps. Puis maintenant, ça fait 5 ans que j'y suis et je suis très heureux d'y être. Cet enthousiasme-là, il est arrivé vraiment par vagues, par à-coups. Et il est d'autant plus satisfaisant que je pense que c'est le fruit d'un certain travail de réussir à être heureux de ce qu'on fait. Je pense que ça demande beaucoup de remise en question. Et je suis assez fier d'avoir réussi à me remettre en question à temps et de ne pas avoir attendu d'être vraiment trop en souffrance. Je pense que quand on est enseignant, quand on fait ce genre de métiers qui sont profondément humains, où on a vraiment un lien avec les gens, enfin notre travail, on ne travaille pas sur des murs, on ne travaille pas sur des plantes, sur des arbres ou sur des chiffres, on travaille sur des esprits. C'est magnifique et en même temps c'est terrifiant. On est tellement investi, qu'on le veuille ou non, dans ce qu'on fait, que c'est peut-être le métier dans lequel on va être le plus satisfait quand quelque chose se passe bien, et inversement, le plus ruiné et détruit quand quelque chose se passe mal. Lorsqu'on se retrouve face à une classe de 25 élèves, 30 élèves, qui a décidé de nous faire tourner en bourrique et qui veut juste nous montrer que ils nous détestent parce que, et puis ils ont de bonnes raisons d'ailleurs, parce qu'on s'est montré très con depuis 1 an. En tout cas, lorsque ça arrive, lorsque ça m'est arrivé, ces moments-là, c'est une souffrance psychologique, morale, que j'avais ressentie dans peu de métiers avant. Alors, il y a tout un tas de souffrances différentes. Je pense que, évidemment, c'est incomparable avec un métier comme manutentionnaire, comme voilà, les gens dans les usines qui cumulent plusieurs précarités, qui en plus sont un métier très difficile, douloureux, etc. Bon, enseignant, c'est pas douloureux pour le corps et c'est déjà une énorme différence, mais ça peut l'être beaucoup pour le moral. Et alors, vous parlez beaucoup de redonner la voix aux enfants en disant que voilà, il a fallu ce travail de mise en retrait finalement du professeur, d'écoute beaucoup. Et c'est vrai que ce roman pourrait être décrit comme un tressage de voix finalement qui serait celle des enfants, que l'on retrouve tout particulièrement dans ce passage somptueux où vous leur faites déclamer le poème de Prévert, Barbara. Qu'est-ce que cette polyphonie signifie finalement? Est-ce que c'est une manière pour vous donc de vous mettre en retrait, de laisser entendre des voix qui sont sous-estimées et qui en plus sont celles d'enfants de milieux défavorisés? Ouais, je pense que on oublie souvent qu'en fait, derrière les élèves, il y a vraiment des enfants et que chaque enfant est différent.
chez certaines personnes, j'ai l'impression qu'en fait, on accède à l'individualité qu'en même temps qu'on arrive au lycée. Et qu'avant ça, tous les élèves sont un espèce de magma indifférenciable dans lequel on peut, à la rigueur, discerner les élèves en fonction de leur niveau scolaire, mais que la plupart des enfants sont considérés comme simplement des espèces de silhouettes grises qu'on évalue en fonction de 3 ou 4 curseurs, pas plus, quoi. Bon à l'école, pénible, et puis bon en sport et en chant, quoi. Et en fait, non, ils existent à plein de degrés différents, ils ont plein de choses à nous dire. Ils ne savent pas forcément comment le dire. Et c'est notre boulot aussi de leur dire qu'ils sont des êtres humains, qu'ils vont un jour être des adultes et qu'on aimerait qu'ils soient à ce moment-là heureux et épanouis. Et ce travail-là, en fait, c'est une construction. C'est pas, tiens, attention, dans 3 ans, dans 3 ans pour les plus vieux ou dans 7 ans pour les plus jeunes. Attention, les enfants, dans 7 ans, vous êtes des adultes. Alors, dans 7 ans, il va falloir qu'il y ait un déclic qui se passe. Non, il y a une construction. Il faut les accompagner pendant cette construction. Faut savoir les écouter. C'est très important. Alors, moi, je le sais d'autant plus que j'ai le défaut d'être très bavard en classe. Et puis parfois de parler très longtemps, pendant 5-10 minutes, je parle, et puis je me rends compte qu'en fait, il ne m'écoutait plus. Et je me dis, ah, bon, zut, je me suis encore laissé avoir. Mais je suis au clair avec ce défaut-là. Ils savent que je l'ai, ils savent que je sais que je l'ai. Donc, ça se passe plutôt bien. Mais c'est un vrai risque, en fait, de passer à côté de quelque chose parce qu'on n'a pas pensé à les écouter. Et je ne pense pas que les enseignants soient les moins propices, les moins prêts à écouter les élèves. Mais je pense que de manière générale, on impose régulièrement des contraintes aux enfants qui sont des contraintes qu'on impose aussi aux adultes. Mais à côté de ça, on ne leur laisse pas le droit de s'exprimer comme on laisse le droit aux adultes de le faire. Je trouve je trouve que ça tient parfois de la maltraitance, le fait de ne pas permettre aux enfants de s'exprimer, de dire qui ils sont, de dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment ils vont, tout simplement. C'est important qu'on comprenne que ce sont des êtres humains. Ils ont accès à la pensée depuis très jeune. Oui, c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé aussi assez formidable, c'est que j'ai reconnu dans votre écriture celle presque de La Bruyère et dans ses caractères, où chaque description, en fait, est pétrie par l'individu qu'elle décrit. Par exemple, voilà, vous faites un travail semblable avec Mélanie, avec Geoffrey, avec Olivia, qui, timide et discrète, n'est dépeinte que sous forme de questions. C'est vraiment un travail d'individuation que vous faites finalement, vous faites ressortir l'individu. Oui, oui. Quand on est face à une classe, il faut toujours comment dire? Il faut toujours se souvenir qu'une classe, c'est un individu plus un autre, plus un autre, plus un autre, et qu'on appelle ça une classe que par facilité de langage. Mais une classe en soi, ça n'existe pas. Il n'y a pas une classe, il y a autant de classes qu'il y a de superpositions de caractères différents. J'emploie le terme de caractère sans forcément penser à La Bruyère à ce moment-là. Oui, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui tient aussi de ma pratique de l'écriture. J'aime beaucoup décrire les gens. J'aime beaucoup décrire les cheveux des gens. J'aime beaucoup faire ça de manière générale et je le faisais déjà auparavant dans tout ce que j'écrivais. Et là, en fait, ça m'a apparu normal de décrire aussi les élèves et de mettre la focale sur les élèves individuellement parce que je me suis pas dit, tiens, bon, bah, maintenant je parle d'une classe, donc je vais changer mes petites marottes littéraires. Et puis, je trouve que c'est ce qui convient le mieux aussi comment dire, pour montrer cette diversité des classes et des élèves, de les prendre un par un et de dire, regardez, celle-ci ne ressemble pas à celui-là, qui ne ressemble pas à celle-ci, etc. Et en fait, il y a aussi quelque chose, c'est que je trouve que quand on parle de l'enseignement et des élèves, moi, il y a un truc qui me dérange énormément, que je
déteste, que je hais, que j'exècre, ce sont les perles du bac, les perles de lycéens, les perles de collégiens. Euh, Évidemment, par le passé, comme beaucoup, je suis allé ricaner dessus en me disant oh, c'est pas possible quand même. Bon, alors déjà, les perles du bac, 9 fois sur 10, sont complètement inventées par des gens qui disent ah c'est un recueil, mais qui seuls chez eux se disent ah ah ah, je vais pouvoir dire plein de méchanceté sur les élèves. Bon, ça n'existe pas, les perles du bac, c'est pas possible. Et puis parfois, c'est même si poétique que si ça devait être arrivé, ça c'est fait exprès, c'est pas possible autrement. Et en fait, moi, ce qui me gêne avec ces perles de bac, c'est que on oublie le contexte. Lorsque on parle, et les professeurs le font, et moi le premier, quand on, quand on dit ce qui s'est passé dans sa journée de cours, on va dire ah tiens, il y a un tel qui m'a dit, puis on sort une phrase drôle. Voilà, il y a le rire qui soulage, genre ah dis donc, il a dit ça. Mais ça, en fait, ça marche 2 secondes. Ça marche quand on a un truc sur le cœur, que ça doit sortir, on dit pouf, et voilà, on rigole, et puis c'est bon, et on passe à autre chose. De la même manière que quand on sort d'une heure de cours, on a peut-être parfois besoin de se mettre un petit peu en colère en disant ah, les gens, ils m'ont vraiment gonflé, hein, ils sont pénibles. Mais finalement, avec du recul, je trouve ça terrible de montrer des phrases sans contexte, et puis de mettre ça sur la place publique et de dire regardez à quel point ils sont bêtes. Je trouve ça terrible pour plusieurs raisons. Parce que déjà, s'il y a des élèves qui confondent encore la Première et la Seconde Guerre mondiale au bac, qu'ont fait les profs pendant 7 ans? Plutôt pendant 3 ans, 4 ans, pendant 5 ans. Qu'ont-ils fait pendant ce temps-là? Comment c'est possible? C'est pas les élèves qui sont imbéciles de ne pas réussir à pouvoir remettre le doigt sur telle ou telle connaissance. Donc, moi, je trouve que, comme pour le renvoi dont je parlais tout à l'heure, c'est un constat d'échec partagé, une perle de bac comme ça qui fait rire. Les élèves ne sont pas des idiots, ils ont peut-être aussi de bonnes raisons de ne pas savoir les choses. Et dans Rappeler les enfants, je parle à plusieurs reprises d'élèves, comme par exemple des élèves allophones, c'est-à-dire les élèves qui sont arrivés en France sans parler le français, dont la langue maternelle est une autre langue. Et puis, ces élèves-là, qui sont scolarisés de temps en temps dans des modules différents, et puis le reste du temps en classe ordinaire avec les autres élèves, progressent tout au long de l'année, etc. Et si un gamin qui vient de l'autre bout du monde arrive à la fin à me dire la Seconde Guerre mondiale a eu lieu en 14-18, de quel droit je mettrais ça sur la place publique en disant regardez, il confond. Alors que ce qu'il faut retenir, c'est plutôt ah, il a réussi à faire une phrase grammaticalement correcte. Il y a des élèves pour lesquels une erreur peut déjà être une réussite dans le sens où cette erreur a pu, à un moment donné, être formulée. On sait tous très bien qu'on apprend, qu'on comprend, qu'on avance par les échecs, par les erreurs. Les maîtres et maîtresses dans les cours élémentaires le répètent à leurs élèves. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. Je le dis à mes élèves encore, même à mes plus grands en troisième, je leur dis des choses aussi fondamentales. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. Évidemment qu'on peut. Et certains ont peur de l'échec. En France notamment, le nombre d'élèves qui ne répondent pas à une question parce qu'ils ont peur de se tromper, et puis qui finissent par rendre des copies blanches, alors que sur un malentendu, ils auraient pu gratter quelques points, c'est déjà ça. Nos élèves ont peur de l'échec. Et tu m'étonnes qu'ils en aient peur. Tous les ans après le bac ou après le brevet, on se fout de leur gueule. Voilà, la France entière se fout de leur gueule en disant « Regardez, ils sont cons, ils confondent les guerres mondiales. » Et après, on s'étonne qu'ils rendent des copies blanches. Et puis, on nous ressort les statistiques de l'OCDE en disant « Il y a un problème en France. En France, on voit bien qu'ils ne répondent pas aux questions. » Évidemment, ils ont peur qu'on se foute de leur gueule. Alors, les perles du bac, pour moi, ce n'est pas la naissance de ce problème. En tout cas, c'est une émanation de ce problème. C'est un problème qui est plus généralisé. J'ai l'impression qu'on considère qu'en France, on a le droit de se foutre de la gueule des enfants. Alors, je dis en France, c'est sûrement pas un problème qui est propre à la France, mais je parle de ce que je connais. J'ai l'impression qu'un peu tout le monde considère que les enfants, c'est bon. On peut s'en moquer. Eh ben, je ne vois pas pourquoi.
je vois pas pourquoi on aurait le droit de se moquer des enfants plus que des autres. Je vois pas pourquoi il y aurait toute une partie de la population dont on peut rire à ses dépens, tout simplement parce qu'elle ne peut pas se défendre. En fait, c'est, à mon sens, presque la manifestation d'une oppression qui est basée simplement sur le fait que je suis un adulte, je peux plus facilement avoir une pensée élaborée que les enfants, ou en tout cas l'exprimer, j'ai les outils pour, etc. Je me moque d'eux, ils ne peuvent pas répondre. C'est gênant, c'est embêtant tout de même. En effet. Et vous parlez de cette dimension de chronique qu'on retrouve beaucoup dans les épisodes des enfants, les épisodes racontés par les enseignants. C'est vrai qu'on on a ça chez vous de manière assez différente, puisque vous l'avez dit, vous tenez à mettre en contexte ces choses-là, mais aussi vous portez le récit. Le récit a une forme de fil rouge qui est celle de vos pensées personnelles, qui sont fréquentes et qui rythment l'œuvre. Moi, j'avais une question à vous poser, c'était est-ce que ce fil rouge est une manière de récuser l'idée d'unilatéralité qu'on a dans l'enseignement au profit de celle d'une mutualité de l'apprentissage? Je ne sais pas si Ah oui, vous... oui, oui, je crois avoir compris votre question. Ouais, effectivement, ça c'est un truc qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que on apprend énormément au contact des élèves, des enfants. Moi-même, j'ai appris à mieux enseigner et j'ai appris à plus facilement me remettre en question. C'est un métier qui est extrêmement enrichissant. Notre métier, notre travail, c'est de les enrichir de connaissances, de compétences, de tout un tas de savoirs, de savoir-être, etc. Mais en fait, ça produit un écho. Et puis, leur réaction face à ce qu'on dit nous permet déjà de réfléchir à ce qu'on vient de dire. Et puis, la manière dont ils se comportent, on apprend en fait énormément parce que déjà, on est confronté à énormément de personnes. Et du coup, il y a tout un tas d'interactions qu'on n'avait jamais pu observer avant. Moi, dans la vie de tous les jours, il est très rare que je sois avec 30 personnes différentes et qu'on ait la même conversation, ou en tout cas qu'on parle de la même chose. Lorsque je suis avec des amis, on est rarement plus de 10, ou alors c'est une soirée, et puis bon, bah, du coup, on est en petit groupe. Mais là, on est face à 30 élèves, et ça fait un nombre de connexions possibles incroyable. Et puis, on peut voir énormément de choses se dérouler devant nous, et on en apprend évidemment. Et puis, ouais, on apprend de ce métier, on apprend en le faisant, on ne cesse jamais d'apprendre, on est en formation constante. Et c'est aussi une des raisons qui font que j'aime enseigner. Parce que chaque jour, en allant au boulot, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas ce qui va se passer dans ma salle de classe, et je suis jamais à l'abri d'apprendre quelque chose. C'est vrai qu'on voit un intérêt sans limite pour les voix enfantines, les voix adolescentes de vos classes que vous ne cessez de rapporter dans votre œuvre. Est-ce que, d'un point de vue plus esthétique, peut-être plus littéraire, vous trouvez une valeur du coup esthétique à ce langage brut, spontané, peut-être parfois brutal, utilisé par vos élèves? Je n'y ai pas réfléchi, donc je vais y réfléchir maintenant. Alors déjà, deux choses. Tout ce qui est de l'ordre des passages narratifs, ce sont des choses que moi j'ai travaillé avec vraiment une optique littéraire. Pour ce qui est des lignes de dialogue, ce sont vraiment des choses qui ont été prononcées. Ce sont vraiment des phrases qu'on pourrait entendre de cette manière-là. J'ai la chance d'avoir une mémoire qui me permet de retranscrire plusieurs jours après des dialogues quasi exactement de la manière dont ils se sont passés. Je pense que sans vouloir placer leur manière de s'exprimer au-dessus d'autres manières, en tout cas, je trouve important de voir qu'ils ont une manière de s'exprimer, que c'est un langage, qui permet de dire beaucoup de choses, qu'il a ses limites, comme beaucoup de langages, mais que c'en est un qui fonctionne puisqu'ils l'ont entre eux et qu'ils n'ont pas l'air d'avoir besoin de quelque chose d'autre. Euh, Évidemment, en tant que professeur de français, je ne peux que réfléchir à ce qui se passe dans le changement de sens d'un mot ou d'un autre,
je reconnais des expressions que j'utilisais à leur âge, ou alors des expressions qui étaient vieillottes quand j'étais petit et qui reviennent à la mode. Je fais le lien, ah bah vous saviez que galère, c'était employé par Molière, machin, pour ça tous les professeurs de français le font, mais en fait, je pense que cette réflexion sur le langage, je l'ai plus finalement en direct avec eux dans le cadre de ma salle de classe que je ne l'ai eu en écrivant. En fait, j'ai écrit les dialogues de cette manière parce que c'est de cette manière qu'ils avaient eu lieu, qu'ils se sont tenus. S'ils s'étaient tenus autrement, je les aurais écrits autrement. Si mes élèves, pour une raison que j'ignore, avaient tous employé un registre courant, eh bien mes dialogues auraient été écrits avec ce même registre. Ouais. Merci. Alors peut-être que je crois qu'on touche à la fin de ces 30 minutes, Ah, moi, j'ai tout le mais temps, c'est pas un j'aimerais problème. vous poser une dernière question. Vous valorisez la capacité de regarder dans votre œuvre comme si tout avait vocation à être vu, comme si chaque détail, chaque scène, pourtant quotidienne, avait une valeur de manière absolue. Comme cette scène que vous décrivez à la médiathèque, où vous décrivez voilà, des individus que vous ne connaissez pas. Pensez-vous ou aimeriez-vous que votre livre soit un guide pour apprendre à regarder? Ce serait beaucoup trop prétentieux de ma part de me prononcer sur cette question. Évidemment que ce serait que c'est très gentil à vous de me la poser. Je ne vais pas y répondre comme ça. Ouais, moi je pense que on doit, de manière générale, toujours faire attention. Faire attention aux gens et faire attention à tout ce qui peut nous permettre de faire attention aux gens. Les personnes, de manière générale, mais pas uniquement les enfants, les élèves, vont pas venir vous voir en vous disant ce qu'ils voudraient que vous sachiez. Lorsqu'on demande à quelqu'un comment il va, c'est très rare qu'il vous réponde je vais mal, aide-moi. Et lorsqu'il répond ça va, souvent il n'y a pas de nuance, il ne va pas vous dire extraordinairement bien. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention aux gens et que les gens ne s'expriment pas forcément avec la parole, mais avec tout ce qui a un rapport avec eux. Le livre qui est sur leur table, la manière dont ils posent les mains sur la table, la manière dont ils se sont coiffés le matin, comment ils se tiennent, le ton de leur voix, avec qui ils parlent, s'ils parlent beaucoup, s'ils ne parlent pas, etc. Je pense que ça devrait être un travail de chaque instant, de toujours essayer de voir ce qu'on peut faire. Toujours voir si on doit faire quelque chose, y réfléchir, ne pas passer dans ce monde en ne pensant qu'à soi et en se disant j'espère que je vais en prendre moins la gueule, mais avoir une pensée plus collective. Et, et je pense que ça commence par regarder vraiment les gens, les écouter vraiment aussi, et quels qu'ils soient. C'est sur ces belles paroles que nous allons conclure. Merci beaucoup, Alexis Poczk. Merci pour le mien. Merci beaucoup et à très bientôt. Eh ben, merci à vous de cette entrevue. C'était super chouette. Merci, Gabriel de Tournemire. Merci à vous. Courage pour la suite.